table ronde de la matinée sur le thème donc de la rénovation énergétique, en essayant de poser la question de savoir comment mieux articuler les différents opérateurs pour œuvrer efficacement à la transition énergétique des logements. Merci beaucoup d'être là ce matin. On va, comme pour la table ronde du début de matinée, on va faire un petit point sur quelques propositions faites dans le cadre des Assises 2023, notamment avec vous, Olivier Principal, et Olivier Savard, qui étaient donc dans le groupe l'année dernière. Olivier Principal, donc, on avait fait comme proposition de simplifier le mécanisme d'aide à la rénovation pour avoir un seul point d'entrée. Est-ce que ça va mieux cette année? Est-ce qu'on se dirige vers ça? Où en est cette possibilité d'avoir un seul point d'entrée pour accéder aux aides? On doit distinguer sur... Alors déjà, rebonjour à tous et à toutes. Merci pour votre invitation. On doit distinguer une différence entre le marché de la rénovation sur Paris, où on a l'Agence parisienne du climat, qui est un véritable point d'entrée de la rénovation énergétique, et ce qui reste sur le reste de l'Île-de-France, ouais. Puisque du coup le système ne fonctionne pas de la même façon, on a d'autres guichets intermédiaires, donc c'est beaucoup mieux identifié sur Paris Intramuros, et il y a une vraie collaboration. On était encore avec Olivier il y a peu de temps à la mairie du 17e avec des représentants de l'Agence parisienne du climat pour mettre en avant le dispositif, les aides, les subventions. Donc voilà, il y a un schéma pour les Parisiens qui est bien identifié, qui est fonctionnel, avec des aides à la réalisation du diagnostic technique global, qui est le point d'entrée. Donc voilà, on y voit plus clair. D'accord, donc au moins à Paris. Olivier Savard, on avait aussi donc fait comme proposition de pérenniser et stabiliser les dispositifs afin de donner de la visibilité aux acteurs. Là on est très heureux. La pérennisation, c'est bien. La stabilité, c'est aussi très bien. La seule chose, c'est qu'il y a trop d'annonces à trop de moments et les copropriétaires ne comprennent pas. Même si certaines annonces, les modifications de gestes, ne concernent pas les copropriétaires n'ont pas compris. Et ils se disent, tiens, ça se modifie encore. Ensuite, des annonces de réduction de budget, puisque là où on devait augmenter ma prime rénov', d'un seul coup, notre ministre des Finances nous enlève quelques millions, pour dire 1 milliard. Donc la question, c'est, on a l'impression qu'on va dans un sens, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, dans certains cas, 2 pas en arrière. Et je ne vous cache pas que ces modifications ne donnent pas confiance dans le système. Et pourtant, il est là. Il peut marcher, il marche quand on arrive effectivement à remplir tous les dossiers, à analyser les choses et à faire tourner les choses. Alors dans certaines villes du Grand Paris, ça ne tourne pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a soit pas les ALEC formés, soit pas d'ALEC du tout, pour certains cas. Agence locale de agence du locale, climat. voilà, tout à fait. Et dans d'autres cas, ils ont, pour certaines communes, pas accepté la plateforme Coach CoPro. Donc on se retrouve à refaire les choses et à ressaisir sur certaines communes. Ouf. Complexe. Mais le but du jeu, c'est d'essayer d'améliorer. Oui, on améliore. Oui, ça va dans le bon sens. La seule chose, c'est qu'en faire trop de modifications, ça fait peur à tout le monde. Et c'est bien dommage. Karine Bidard, on avait fait aussi comme proposition l'année dernière de sécuriser le financement des ALEC, ce qui est donc les fameuses agences locales d'énergie du climat, dont l'Agence parisienne du climat. Parce que ce qui vous inquiète, c'est la fin du dispositif SARC, donc le service d'accompagnement à la rénovation énergétique, au 31 décembre 2024. C'est votre principale source de financement. Donc, est-ce que vous avez est-ce que ce financement est sécurisé malgré la fin de ce dispositif? Tant que c'est pas écrit, moi j'attends vraiment que les conventions soient signées. Je sais qu'elles le seront au courant de l'année et probablement qu'on aura la confirmation en toute fin d'année. Pour un dispositif qui s'arrête au 31 décembre 2024, c'est compliqué. L'Agence parisienne du climat, c'est 50 personnes. Donc évidemment, c'est toujours un petit peu vertigineux quand on ne sait pas trop comment piloter. On a beaucoup recruté l'année dernière. Et d'ailleurs, les financements de l'ANA ont permis de le faire, ainsi que les financements de la ville de Paris et le soutien de la métropole. Donc, on est vraiment là pour accompagner une dynamique qui est extrêmement forte. Et pour toutes les ALEC, c'est la même chose, en fait. Et donc, c'est vraiment extrêmement important pour nous de jouer ce rôle de tiers de confiance, neutre, indépendant et gratuit, et faire en sorte que tout le monde puisse en profiter,
que effectivement ce soit pas uniquement à Paris, et il y a d'autres ALEC, bien entendu, qui sont actives. Il y en a une quarantaine en France. Tous les territoires sont pas couverts, malheureusement, donc ce serait important qu'ils le soient. Et on a cette mission de service public en tant qu'espace France Rénov' pour apporter justement ce conseil fiable et faire en sorte que les copropriétaires s'y retrouvent et puis que les particuliers s'y retrouvent dans des, on va dire, des projets qui sont souvent complexes techniquement. Donc la pérennisation des financements n'est pas encore garantie. Donc on est très attentif effectivement aux annonces qui sont faites. C'est vrai que le fait que il y a 1 milliard d'euros de financement en moins sur la rénovation énergétique, c'est quand même, en termes de message, c'est un problème, quoi. Le message est compliqué. Maintenant, on a aussi des échanges évidemment très réguliers avec l'ANA et on est confiant sur le fait que le financement se pérennise. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'avoir de la visibilité parce que les projets de rénovation en copropriété, par exemple, c'est 5 ou 6 ans en moyenne. Oui. Donc, il y a des temporalités qui sont différentes et qui sont problématiques. Bien sûr. On va justement profiter de la présence de Sébastien Caté-Wagner pour savoir s'il a quelques éléments de réponse sur ces 3 sujets évoqués là. Bonjour à tous. Oui, je vais essayer. Je savais que ça serait ma fête aujourd'hui, donc je suis préparé psychologiquement. Donc Sébastien Caté-Wagner, donc responsable du service Habitat digne et durable. Donc je m'occupe entre autres des copropriétés, que ce soit les copropriétés en difficulté ou en rénovation énergétique, qui sont particulièrement prégnants dans la métropole du Grand Paris. Bien, votre micro. Excusez-moi. C'est vrai que j'ai l'habitude à chaque fois de... C'est mon côté méditerranéen, malgré que le nom le fasse pas. Et en gros, ce que je vais dire, c'est un peu, déjà, vous rassurer. Quand je regarde l'histoire des copropriétés, en tout cas de la rénovation des copropriétés, on est dans une stabilisation et une amélioration à chaque fois du régime d'aide. Je rappelle, on a commencé à 15 000 euros de plafond par logement, à 25%. Aujourd'hui, on est jusqu'à 45% de financement, avec un plafond à 25 000 euros. Donc on est toujours dans l'amélioration, sans, on va dire, modifier structurellement l'outil d'aide pour ne pas bloquer les copropriétés. Donc on est toujours dans une amélioration, dans une évaluation constante auprès des territoires qui nous disent les remontées et leurs besoins qu'il y a. Je peux vous donner un autre exemple. On lance une expérimentation au 1er janvier de cette année à destination des petites copropriétés en centre ancien. On sait bien que c'est une vraie difficulté d'atteindre 35% de gains énergétiques. Et en fait, on lance une expérimentation en lien avec les collectivités pour en fait faire des travaux de rénovation énergétique avec moins de gains énergétiques, pour répondre en fait à l'enjeu aussi des petites copropriétés classées ABF le plus souvent ou en secteur ABF qui ne peuvent pas faire de la rénovation dite globale. Donc on est toujours dans le travail d'évaluation. Sur la différenciation entre chacune des collectivités, il est vrai. Et c'est l'objectif en tout cas, moi j'appelle ça des espaces Conseil France Rénov', donc les ALEC qui sont derrière et l'APC aussi, d'être présents dans toutes les collectivités et d'être aussi dans le conseil de A à Z. Vous avez dit qu'il y a un manque des fois de professionnalisme. C'est tout l'objectif aussi de former l'ensemble des acteurs qui prend aussi du temps. Et il faut aussi se mettre à la place des EPT, si je reste dans la métropole du Grand Paris, qui n'ont pas les mêmes objectifs. On ne peut pas mettre, je suis désolé, j'ai parlé pleine commune, où on traite beaucoup l'habitat indigne et qui est vraiment la priorité des priorités de ce territoire. Et la rénovation énergétique est encore pris pour un bonus, même si c'est pris de plus en plus, contrairement à Paris qui est une usine en fait à côté. C'est-à-dire qu'on est face à un bulldozer qui peut lancer vite en fait les processus. Donc il faut pouvoir s'adapter aussi au territoire et aux enjeux du territoire. Et pour le financement, je rappelle quand même ce que c'était le SAR. C'était du financement à l'acte, c'est-à-dire l'appel qu'il fallait justifier, qu'il fallait être financé, etc. Depuis la délibération du conseil d'administration de l'ANA de la semaine dernière, où il y a 15 jours, excusez-moi, en termes de délai, parce que le temps passe vite, on est maintenant sur du pacte territorial, avec la métropole ou les EPT, ce sera leur choix qu'ils font, avec un financement qui sera serein de 3 à 5 ans, selon les choix en tout cas des collectivités. Donc ça, c'est la suite du SAR. C'est la suite du SAR qui se lance au 1er janvier, avec un financement qui est prévu comme les copropriétés, c'est-à-dire qui est stabilisé. Et si je dois caricaturer... aujourd'hui, enfin l'année dernière, on n'a pas consommé l'entièreté de notre budget. Donc déjà, consommons ce qu'on a à consommer. Parce qu'en fait, comme je vous disais, il y a des différenciations collectivités. En copropriété aussi, on est en mini-démocratie. On est à 7 ans de projet. Et il suffit d'un caillou dans le rouage
pour bloquer en fait une année la copropriété. Et donc il faut se mettre à la place aussi de ces copropriétaires qui ont chacun leur propre enjeu, et c'est ça qu'il faut prendre du temps. C'est pour ça que je vous dis qu'on est dans la stabilité de nos aides, de ne pas faire de grands changements de régime, parce que si je regarde l'individuel, tout d'un coup on est en saut de classe et puis en gain énergétique. En copropriété, on reste dans du gain énergétique, parce qu'il faut répondre, on va dire, aux besoins des copropriétés, parce que si demain je fais un gros changement en copropriété, je bloque toutes les copropriétés qui lancent leur projet aujourd'hui. Et c'est pas l'objectif ni de l'ANA et à mon avis de l'État de faire ceci. Et c'est vraiment à la réponse des territoires. Donc j'espère que les pactes territoriaux seront signés. Et je sais que c'est un enjeu dans la métropole du Grand Paris. Est-ce que c'est les EPT? Est-ce que c'est la métropole qui prend le lead? Et ça, c'est plutôt du local. C'est pas à moi, Anna, Paris, de décider. C'est aux agglomérations de se mettre d'accord sur ce sujet-là pour pouvoir avancer sur ce sujet. Très bien, merci beaucoup. Donc Alexandre Goncalves, vous avez pointé, on change un peu l'organisation, vous avez pointé donc le problème de l'organisation aussi des copropriétés en elles-mêmes. Peut-être nous rappeler déjà ce que fait Rhizome et après nous expliquer ce que vous avez pointé comme problème. Bonjour à tous. Donc nous, chez Rhizome, on intervient auprès des copropriétés en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on accompagne les copropriétés de A à Z dans leur projet de rénovation énergétique. Donc souvent, on intervient très en amont, dès la phase de diagnostic, on les accompagne dans leur DTG. Ensuite, on va les accompagner. Diagnostic technique global, donc qui permet vraiment d'avoir une première vision globale de l'existant avant de pouvoir identifier des pistes d'amélioration. Ensuite, on va les accompagner dans la phase de conception pour parvenir au vote des travaux et ensuite dans l'exécution des travaux, parce qu'il ne faut pas abandonner les copropriétés. Une fois qu'on a voté les travaux, il faut les accompagner dans la suite, dans l'exécution. Dans les différents participants à cette table ronde, vous intervenez à quel niveau? Après l'APC Voilà, on va dire qu'on intervient après l'APC, donc après les agences locales de l'énergie, l'APC fait un travail remarquable, notamment donc, qui va rediriger les copropriétés vers les professionnels adaptés selon le besoin. Souvent, en général, on intervient du coup avant le maître d'œuvre. On va aider la copropriété à sélectionner son maître d'œuvre, par exemple. Et ensuite, les entreprises de travaux qui vont intervenir pour l'exécution des travaux. Ce qui est rassurant par rapport à ce qu'on a dit précédemment, c'est vrai qu'il y a un manque de confiance de plus en plus des copropriétés vis-à-vis des aides financières qui ne sont pas forcément stables. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on constate vraiment que la demande continue d'augmenter. Une demande fortement, qui croît fortement. Donc ça entraîne quand même c'est toute la chaîne qui est impactée. C'est-à-dire que tous les professionnels, que ce soit les agences locales de l'énergie qui sont extrêmement sollicitées, les AMO, les maîtres d'œuvre, il y a une surdemande. Nous, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Aujourd'hui, on est obligé de sélectionner les copropriétés qu'on peut accompagner, ce qui est un peu négatif. Mais parce qu'il n'y a pas suffisamment d'acteurs. Nous, en tout cas, on ne peut pas toutes les accompagner. Heureusement qu'il y a d'autres acteurs, d'autres AMO, d'autres maîtres d'œuvre qui peuvent répondre aux demandes. Mais voilà, il y a vraiment une surdemande. Et après, il y a également au niveau des entreprises de travaux, où là, elles ont également une surdemande. On a tendance à penser que les entreprises de travaux interviennent seulement au niveau de l'exécution, ce qui est en partie vrai, puisqu'elles exécutent, entre guillemets, ce qui a été décidé par la copropriété. Sauf que nous, AMO, maîtres d'œuvre, on a besoin des entreprises de travaux dès la phase de conception, puisque ce qu'on va proposer à la copropriété, on a besoin d'avoir un chiffrage à côté. On a besoin d'un prix. Et c'est un aspect qui est très important. Au-delà des aides financières, les aides financières, elles interviennent en réduction du coût des travaux. Donc on a besoin d'un prix. Et aujourd'hui, on constate que les entreprises de travaux, il y a une surdemande également, une surdemande de chiffrage. Donc on constate des délais de réponse aux appels d'offres qui augmentent. Et donc ce qui retarde un petit peu toute la chaîne, on va dire, ce qui retarde, on a parlé de délais de 5 à 7 ans sur les projets de rénovation énergétique, je confirme, c'est bien ces délais-là qu'on constate sur nos projets. Et le fait que les entreprises de travaux soient en surdemande, ça peut encore augmenter un petit peu les délais. On reviendra après sur les copros parce que je sais que Karine Bidard, vous aussi, vous avez constaté une envolée des demandes et vous avez cette crainte que les entreprises n'arrivent pas à suivre aussi. Concrètement, oui. En fait, je pense qu'on est la porte d'entrée en fait pour les copropriétés à Paris sur les dispositifs d'aide, sur l'accompagnement des projets, etc. Et on fait beaucoup d'informations, de sensibilisation. On travaille beaucoup cette partie aller vers les copros et on travaille aussi aux côtés des filières professionnelles pour faire en sorte que tout le monde arrive à se mettre un peu en réseau et qu'il y ait ce passage de témoins qui fonctionne le mieux possible pour accompagner la montée en puissance. La montée en puissance, elle est réelle et elle est spectaculaire.
L'année dernière, on a accompagné, oui, la réalisation de 1018 DTG exactement. C'était 4 fois plus que l'année précédente. Donc le x4, c'est vraiment la première manifestation tangible d'une vague très puissante donc justement de cette montée en charge des projets. Je ne sais pas si ça va faire x4 ou x5 sur le nombre de projets à suivre, mais on sera forcément pas très très éloigné de ça. Donc, c'est lié notamment à la hausse des coûts de l'énergie et aussi à la mise en œuvre de la réglementation. Il y a l'interdiction de louer les passoires thermiques qui a vraiment fait exploser la demande de la part des bailleurs, des propriétaires bailleurs, qui étaient 5% à nous contacter avant cette nouvelle réglementation, puis 40% après la nouvelle réglementation. Donc il y a eu une prise de conscience forcée, mais qui était nécessaire aussi. Hein. Donc après, au début, ils n'étaient pas contents, et puis finalement, on travaille à leur côté, les informations finissent par passer. Voilà, ça devient beaucoup plus apaisé. Mais la réalité, c'est que quand on a 4 fois plus de DTG, il faut vraiment se préparer à la suite, c'est-à-dire les chantiers. Et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir une approche systémique. Pardon, on n'est pas seulement sur un enjeu de montée en compétences et de formation des talents, qui est pourtant le premier enjeu. Comment on recrute toutes les personnes qui vont permettre de mener ces chantiers. Et puis il y a derrière aussi l'approche systémique, c'est de se dire dans la ville comment ça va se passer, puisque déjà il y a des artisans qui sont pas contents parce qu'ils n'arrivent pas à stationner, parce qu'il y a des chantiers à installer, la question des flux, les déchets, etc. C'est un sujet qu'il faut traiter de manière globale, je pense. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle c'est important qu'on se serre les coudes et qu'on regarde un peu comment on avance ensemble. Après il y a un enjeu aussi qui est important, c'est la question sur ce qu'on va devoir adresser, notamment au-delà de la massification, c'est comment est-ce qu'on arrive à rafraîchir le bâtiment, parce qu'il y a quand même un sujet sur l'enchaînement des périodes caniculaires. On en parle de plus en plus, et moi je pense il y a la question des occultants, il y a la question des isolations des toitures. Je suis désolée, je rentre un peu dans les sujets pratico-pratiques, mais la rénovation énergétique, elle est très bénéfique et pour le confort d'hiver et pour le confort d'été. Et là, on n'est plus dans un enjeu uniquement de crise climatique. Il y a aussi un enjeu de crise sociale, parce que les plus pauvres sont les plus exposés au réchauffement climatique, et que ce soit à Paris ou dans la métropole, dans la ville dense, ceux qui sont sous les toits, c'est souvent des locataires, ils n'arrivent pas à se faire entendre du conseil syndical, et ils n'ont pas le levier pour pouvoir inciter un conseil syndical à voter des travaux. Donc il faut qu'on ait une réflexion aussi sur ce sujet-là. Comment on fait pour rafraîchir les bâtiments, quoi. Parfait. Donc Olivier Principal et Olivier Safar, vous intervenez comme vous souhaitez l'un ou l'autre. Donc vous dites qu'il n'y a pas assez non plus d'accompagnateurs rénov', qu'il y a moins, donc vous en avez évoqué, moins de crédits affectés à MaPrimeRénov'. On a l'impression un peu qu'on est dans un retour en arrière. Enfin, on n'arrive pas à avancer et à accompagner cette montée en puissance souhaitée par les gens, finalement. Alors, je vais revenir sur le financement, parce qu'aujourd'hui, on a des aides, je suis tout à fait d'accord. On a, c'est MaPrimeRénov' avec un système qui existe, même s'il est parfois compliqué, même si tous ne prennent pas Coach CoPro pour simplifier les choses, j'ai aucun doute là-dessus. Mais derrière, on a ensuite toute la partie financement. Et aujourd'hui, quand on va chercher, alors d'abord un financement pour financer les aides et les subventions, c'est-à-dire un crédit court terme, on n'a qu'une banque qui le fait aujourd'hui. Ensuite, et l'année dernière, il y en avait 2, je me souviens. Domo Finance ne veut plus financer le crédit pour court terme pour les subventions. Donc vous restez avec la Caisse d'épargne Île-de-France. Ensuite, pour monter le crédit, l'éco-PTZ. On a une bonne chose, la vision 2024 est bien mieux. Pourquoi ? Parce qu'on a amélioré les choses en permettant le financement des parties privatives d'intérêt collectif, c'est-à-dire les fenêtres, les volets roulants, toute cette partie d'occultation, notamment pour la partie hiver comme été, qui est un point très important, ça rentre dedans. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai que 2 banques pour monter ces éco-PTZ. Les autres ne viennent pas, pour des raisons, 1, de coût de montage, 2, de non-digitalisation de tous ces systèmes-là. Parce que le jour où on digitalise la totalité, c'est quand même plus facile. Parce que derrière, j'ai un autre crédit, qui est le 3e crédit à monter, c'est pour le reste à charge. Et vous l'avez compris, sur celui-là aussi, je suis bien évidemment avec une non-digitalisation de ces crédits. Donc vous avez un premier dossier à faire pour l'éco-PTZ, un deuxième dossier à faire pour le reste à charge, et le dossier le plus simple à faire pour le syndic, c'est celui sur les aides. Une fois que j'ai les notifications, je vais voir la banque et je demande le financement. Tout va bien.
La seule chose, c'est que globalement, avec 1 ou 2 banquiers, on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que vous arrivez avec dossiers. À l'époque, on n'avait que quelques dossiers. Aujourd'hui, on a de plus en plus de dossiers. Donc, en délai moyen de ces banques, c'est 6 à 9 mois pour obtenir les financements. Donc, vous avez des travaux qui commencent globalement avant, dans certains cas, que le financement qui est arrivé. Donc ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui, et on a ce problème-là. Oui, moi je voulais compléter le propos. Bon, il y a des améliorations, on l'a noté. D'ailleurs, il y a un projet d'arrêté, je vous le dévoile pas en exclusivité totale, mais qui a été soumis par le gouvernement au Conseil national de l'habitat, dont je fais partie, qui vise à resubventionner désormais les monogestes. Vous savez que MaPrimeRénov' visait uniquement les rénovations d'ampleur avec le subventionnement pour des rénovations très ambitieuses, et en réalité, on avait perdu toutes les personnes qui avaient fait des efforts au fur et à mesure du temps, et on les privait d'aide et de subventions. Donc je suis très heureux de voir un projet d'arrêté qui nous a été soumis, qui vise désormais à réintroduire le subvention des monogestes, parce que ça va permettre d'accompagner ces efforts du quotidien, et pas attendre des projets qui mettent 7 ans avant de sortir. Parce que sinon, à ce rythme-là... Mais à l'échelle d'une copropriété, un monogeste, c'est quoi ? Par exemple, vous faites que l'isolation de la toiture. Par exemple, quand vous refaites votre toiture, c'est un monogeste. Hein. Donc, en l'occurrence, il y a une évolution là-dessus. Pardon ? Non, mais... Alors, j'arrive encore à lire les textes que je lis, mais bon... Les professionnels ont été entendus sur la prise en compte du subventionnement des monogestes. C'est un projet de texte, il va sortir. C'est poussé par le gouvernement et notamment notre nouveau ministre, M. Gasbarian, qui nous semble, en tout cas pour ces premières semaines, très pragmatique et très positionné sur l'efficacité opérationnelle. Et c'est ce qu'on attendait, parce que les effets d'annonce politique, c'est sympa, mais sur le terrain, c'est compliqué. Et c'est important de noter ça parce que quand on voit que mon accompagnateur rénove, et avant que vous me disiez que je raconte des conneries, mon accompagnateur rénove est un dispositif par lequel on doit passer pour pouvoir obtenir nos subventions. On en a une trentaine des AMO sur l'Île-de-France. Je me suis prêté à un petit jeu d'aller rechercher sur le site France Rénov les accompagnateurs rénove. Mon accompagnateur rénove, c'est l'AMO labellisé par l'État, c'est ça qui permet d'être le point d'entrée aussi pour l'obtention des subventions. Ouais, voilà. Quand on a 30 sociétés, mon accompagnateur rénove sur toute l'Île-de-France, on voit bien que, comme ça se passe avec les entreprises du bâtiment qui sont déjà en nombre insuffisant, on a une nécessité de laisser le temps aux filières de se structurer. C'est bien de modifier les systèmes en permanence, mais il faut aussi tenir compte du temps long qu'il y a derrière pour structurer la filière. Comme tu disais, tu ne peux pas répondre à toutes les demandes, mais tu n'es pas seul, puisque tous les bureaux d'études sont comme ça. Et pourquoi il y a des temps longs aussi ? C'est qu'entre la publication de la loi climat et résilience et aujourd'hui, y compris depuis les annonces de la nécessité de faire les projets de plan pluriannuel de travaux dans les copropriétés, le temps que les filières de diagnostic se structurent, le temps qu'il y ait du monde qui soit embauché, formé, tout ça, dans un temps long de copropriété, de prise de décision, entre l'ingénierie et la mise en œuvre, il se passe beaucoup de temps. Donc il faut... moi, je partage pas du tout le fait que le calendrier climat et résilience qui prévoit que déjà depuis 2023, on n'ait plus le droit de louer les logements classés G+, et qu'on les mette complètement à la rue à compter du 1er janvier 2025. Pour moi, c'est un vrai problème. J'ai eu la mairie de Paris encore la semaine dernière au téléphone. On est en train de monter une cellule de crise parce qu'il n'y a plus de logement à Paris. Ça fait 2 ans qu'on est en train de le dire. La vacance explose, en plus à l'approche des Jeux Olympiques. Le nombre de bailleurs diminue. Et on est à la veille de l'interdiction de location qui va toucher une grande partie des logements. Donc oui, il y a un moment donné, il faut noter qu'il y a des dispositifs pour inciter, je suis bien d'accord, mais dans une copropriété qui partage un environnement avec des propriétaires bailleurs et des propriétaires occupants, si on veut avoir une vraie efficacité opérationnelle, c'est pas en interdisant ceux qui sont un acteur social de la mise à disposition de logements en leur mettant des contraintes et puis en laissant les autres vivre à leur côté. Vous disiez tout à l'heure, c'est difficile d'embarquer un conseil syndical quand on a des locataires qui ne se font pas beaucoup entendre. Si le conseil syndical est composé exclusivement de propriétaires occupants qui n'ont pas nécessairement la contrainte et qui ne se sentent pas concernés, vous risquez d'embarquer personne. Donc voilà, il y a... Oui, parce que la sortie des petites surfaces de la réglementation qui doit s'appliquer au 1er janvier, ça
c'est peanuts. La révision du moteur de calcul qui permettrait de faire sortir les passoires énergétiques. Au moment où nous, on s'est prêté à un jeu, hein, on a pris 20 DPE, 20 diagnostics de performance énergétique, on en a sorti un d'un changement de notation sur les 20. Donc ça ne va pas être le changement majeur. Par contre, on note aussi que dès l'arrivée de M. Kasbarian, ce sujet a été pris en compte et il a été mis en place assez rapidement, si vous voulez. Donc c'est ça dont on a besoin, c'est de l'agilité, de l'écoute des professionnels pour arriver à faire évoluer le système, pas pour mettre sur le marché des passoires énergétiques, c'est pas le but du jeu. Puis je rappelle que la passoire énergétique, je vais pas revenir sur la réglementation, mais les logements aujourd'hui qui sont massivement à la vente sont des passoires énergétiques. C'était des logements en bon état, avec tableau électrique parfait, des fenêtres double vitrées, dans des immeubles qui avaient des configurations un peu particulières. On a décidé que du jour au lendemain, c'était devenu des passoires indécentes dans le logement. Et ça contribue à la crise du logement, parce qu'en réalité, même si on doit tous travailler dans l'amélioration du confort énergétique et de la performance, il faut mesurer, et c'est tout le problème de la loi climat et résilience, mesurer l'impact qu'ont ces dispositifs. Et on se rend compte aujourd'hui que cette crise du logement, elle n'a jamais été aussi violente et aussi rapide, parce qu'on n'a pas structuré les filières, je dis bien les filières, avant de laisser ces interdictions de location se mettre en place. Donc j'espère qu'il y aura une prise de conscience rapidement dans les prochains mois, parce qu'on va plus que dans le mur. Merci Olivier. Donc oui, Alexandre Concave, je disais tout à l'heure, vous soulevez aussi un problème d'organisation dans les copros. C'est trop complexe, les prises de décision. Un mot là-dessus et après on fera parler. Oui, il faut bien comprendre que la copropriété est un secteur à part qu'il faut prendre de façon différente. Quand on intervient sur une copropriété avec 100 copropriétaires, on a 100 clients potentiels qui ont un poids dans la décision. Donc, il faut bien comprendre qu'on ne va pas intervenir de la même façon sur une copropriété que sur un bâtiment de logements sociaux, par exemple. Il faut vraiment une méthodologie qui soit adaptée. On a quand même des règles juridiques qui sont complexes, une gouvernance par la démocratie directe avec le vote en assemblée générale. Et on a quand même des règles qui, au niveau des votes des travaux, qui vont pas forcément dans le bon sens. En tout cas, pas toujours. Par exemple, si je peux citer un exemple, depuis la loi Elan de 2018, les travaux énergétiques se votent désormais à la majorité de l'article 25, donc majorité absolue des copropriétaires. Là où avant, on votait les travaux énergétiques à la majorité de l'article 24, c'est-à-dire majorité simple, donc majorité des présents. Donc en fait, on complexifie l'approbation des travaux de rénovation énergétique alors qu'on a une volonté de massifier ou du moins d'accélérer la rénovation énergétique. Donc ça paraît un petit peu paradoxal. On a parlé aussi du fait que la copropriété était une micro-société, c'est-à-dire qu'on a des copropriétaires plus aisés, d'autres plus modestes, certains qui habitent leur logement, d'autres qui le louent. Donc l'objectif, ça va vraiment être de regrouper tout le monde autour d'un projet commun de façon à trouver le consensus. Pour ça, il faut organiser les acteurs de façon à ce que le copropriétaire soit au centre du projet. C'est pas le bureau d'études, c'est pas l'architecte qui vont décider. Ils ont un poids, un devoir de conseil, mais il faut bien comprendre que c'est le copropriétaire qui décide à la fin, qui vote. Et d'ailleurs, c'est pas seulement le conseil syndical, c'est tous les copropriétaires. Donc c'est bien d'avoir un conseil syndical moteur qui occupe le logement, qui est présent, mais il faut impliquer tout le monde. Et ça, il faut repenser du coup l'organisation des acteurs en copropriété. Peut-être un sujet sur lequel on pourra travailler cette année. Donc Rémi Doucet, je rappelle que vous êtes donc élu au Conseil de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Quelle est la position des architectes sur ce sujet de la rénovation? Vous êtes très impliqué, je crois que c'est une de vos spécialités. Oui, bonjour à tous. Alors, il y a eu beaucoup de sujets effectivement évoqués. On voit que l'Ordre des architectes au niveau national et régional est très attentif à tout ce qui se passe au niveau des politiques publiques. On en a parlé pas mal sur le financement, les aides publiques, mais aussi tout l'état de l'art, les normes constructives. Donc il y a énormément de produits. Donc il y a aussi tous ces sujets qu'on n'a pas encore abordés. Il y a le patrimoine. On a abordé aussi les sujets du parc, qui est très divers. Il y a les maisons individuelles, où là il y a un modèle économique qui est plus compliqué pour les architectes. Il y a aussi beaucoup de petites copropriétés aussi. On a du mal à mobiliser la profession. Sur les moyennes et grandes copropriétés, là, il n'y a aucun problème. Et on est très présent en Ile-de-France et à Paris notamment. Les architectes sont très présents et
Même question que Rhizome, vous intervenez quand ou à quel moment on vous sollicite ou à quel moment vous souhaiteriez davantage peut-être intervenir? Alors, on intervient le plus en amont possible, dès le départ, dès le diagnostic, donc le DTG, même si effectivement il est ouvert à tout type de profession. Les architectes sont formés, il y en a 10 000 en Ile-de-France, 30 000 en France, inscrits à l'ordre. Il y a aussi tous les personnes formées à l'architecture, il y en a à peu près 90 000. Donc effectivement, l'État veut reformer à nouveau des diagnostiqueurs. Il y a des professionnels qui sont déjà formés, c'est des bacs +5, plus 1 an de mise en situation professionnelle, plus une formation continue, et le tout garanti par un tableau de l'ordre, par un ordre des architectes, comme les médecins, donc avec un code de déontologie, une chambre de discipline, donc une profession qui garantit au public la qualité du conseil, la neutralité du conseil. Donc plus que jamais, les architectes sont mobilisés et sont une garantie pour le public de la bonne qualité de la réalisation des travaux. Donc on est très mobilisés et utile, je pense. Mais vous disiez quand même, quand on a préparé cette table ronde, qu'il y a toujours des freins qui existent à tous les niveaux quand même. On en a vu un certain nombre. Oui, voilà, c'est ça, mais vous partagez les constats. Alors, même si l'Agence parisienne du climat, on a la chance d'avoir une institution qui est très volontaire, très utile. Et Karine Bidard a rappelé l'explosion des demandes là, depuis 2-3 ans. On a été multiplié par 4. Donc on est prêt. Il y a une explosion des demandes. Il y a un besoin sociétal qui est là, qui est très important, qu'on accompagne, qu'on prépare depuis plusieurs années, même si on est un peu surpris là par la vague qui arrive. Donc les freins sont nombreux, mais on est là pour participer avec l'ensemble des acteurs, avec tout l'écosystème, parce qu'on fait partie de toute une chaîne, pour massifier, mais dans la qualité, les interventions qui vont être faites sur le patrimoine. Il y a une notion, parce que Alexandre Conca, vous me parliez du maître d'œuvre. Il y a une notion, parce que le maître d'œuvre, c'est pas forcément l'architecte. C'est ce que je veux bien que vous expliquiez un peu cette notion de maîtrise d'œuvre selon ce que vous entendez par là. Oui, c'est vrai que nous, on a tendance à distinguer le maître d'œuvre de l'architecte. C'est-à-dire que l'architecte, effectivement, on en a besoin très en amont dans le projet. On voit des sociétés qui font de la maîtrise d'œuvre sans architecte, par exemple, ce qui peut paraître aberrant. Donc elles font quoi exactement ? Elles font des projets de rénovation énergétique en isolant sous enduit classique où on déroule, sans avoir de notion de conciliation de la rénovation énergétique avec la valorisation architecturale ou la revalorisation architecturale. Donc effectivement, nous, en tout cas chez Rhizome, on a tendance à faire cette distinction entre architecte et maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, on en a besoin une fois qu'on a défini le programme. L'architecte, on en a besoin pour définir le programme. Donc il faut vraiment, c'est également un des freins, il ne faut pas oublier cette conciliation entre rénovation énergétique et revalorisation architecturale. Et là-dessus, il y a un acteur qu'on n'a pas mentionné, ce sont les industriels, qui je pense qui ont un rôle important à jouer, puisque aujourd'hui on constate que quand on sort des techniques courantes, des systèmes courants d'isolation sous enduit par exemple, qu'on part sur des systèmes un petit peu plus poussés de type isolation sous bardage ventilé ou vêtage, briquettes, qui vont permettre de revaloriser ou de conserver la valeur patrimoniale d'un bâtiment, on a des délais de fabrication et d'approvisionnement qui s'allongent et qui peuvent du coup retarder le projet et pousser une copropriété à partir sur des systèmes plus classiques. Donc les industriels ont également un rôle à jouer et les architectes sont indispensables dans les projets de rénovation énergétique, ça c'est indéniable, il faut vraiment que l'architecte soit présent, quoi. Comment vous vous positionnez par rapport à ces entreprises de maîtrise d'œuvre ? Là, vous avez mis le doigt sur le sujet des industriels. Je voudrais revenir là-dessus, rebondir. En fait, c'est le sujet de la R&D, de la recherche et développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a des produits qui sont soumis à des avis techniques, des produits propriétaires. Malheureusement, on parle du polystyrène ou de la laine de roche, ils ne sont pas adaptables à tout type de patrimoine, notamment sur le patrimoine haussmannien. On ne peut pas isoler par l'extérieur des bâtiments haussmanniens. Donc il y a tout un travail de R&D à mener sur des matériaux, sur des solutions innovantes. Et là, on appelle l'État, le CSTB, les laboratoires publics, à accélérer un petit peu la recherche sur les mortiers isolants, sur les matériaux biosourcés, pour répondre aux enjeux climatiques, aux enjeux, effectivement, c'est systémique, la crise sociale et environnementale est systémique, on ne va pas y répondre uniquement par des matériaux industriels très propriétaires qui vont répondre à un type de situation. Donc
on va être le plus large possible, le plus universel. Et ça aussi, c'est un frein qui est très important, dont on ne parle peut-être pas assez. C'est ce frein des solutions techniques. Au cas par cas, chaque bâtiment est différent, chaque patrimoine demande des solutions différentes. Chaque territoire aussi a ses solutions. En Ile-de-France, on a beaucoup de plâtre. Malheureusement, on l'utilise peut-être pas assez. C'est un petit peu sorti du scope. On a des matériaux biosourcés, le chanvre, la paille, le liège sur d'autres territoires. Donc voilà, il faut absolument des règles professionnelles universelles, le plus large possible, pour permettre aux maîtres d'œuvre. Donc il y a un professionnel. Alors effectivement, alors je reviens à la deuxième question sur la notion de maîtrise d'œuvre et le rôle des architectes. Donc les architectes sont la seule profession réglementée. Le monopole porte sur le permis de construire uniquement, mais on voit bien que les compétences des architectes finalement sont appelées bien au-delà de ces simples actes de permis de construire. Et effectivement, la maîtrise d'œuvre, c'est la connaissance, c'est la conception en fait de l'acte de bâtir, tout simplement. Oui, allez-y. Je peux juste réagir par rapport à ce que vous disiez sur le fait que la rénovation sur du haussmannien c'est pas possible si on sait ensemble que c'est possible. Je pense que ce que vous disiez sur la diversité des solutions, la diversité des situations et la diversité des solutions qu'on va rechercher, elle s'applique aussi sur le bâtiment dans son ensemble, sur lequel il faut avoir l'approche la plus fine possible. On commence à avoir de plus en plus documenté de rénovation énergétique sur du haussmannien qui apporte des résultats spectaculaires. Et je pense à une adresse notamment au 18 rue Championnet, dans le 18e, qui a apporté un gain de performance énergétique de 66% en isolant la toiture, en isolant les murs pignons et la façade côté cour. Évidemment, on ne touche pas à la façade côté rue parce que pour l'instant, il n'y a pas de solution pour l'isolation thermique par l'extérieur. Mais je pense que c'est vraiment important qu'on passe le message, parce qu'on le voit beaucoup dans les réunions publiques. Il y a plein de copropriétaires qui s'auto-censurent en fait sur la rénovation parce qu'ils se disent non, nous on est dans du haussmannien, on peut rien faire. Si, il y a plein de choses à faire et notamment sur la méthode du sarking, j'en parle à chaque fois parce que je trouve que c'est intéressant. Il n'y a pas 50 solutions sur les toitures haussmanniennes. Je trouve que ça vaut le coup de travailler ensemble pour que cette méthode-là, elle soit plus reconnue, notamment par les architectes et bâtiments de France, que ça passe que de plus en plus dans les autorisations de travaux. Oui, c'est du cas par cas, quelque part. Oui, ça sera toujours du cas par cas de toute façon, mais il y a aussi, faut pousser à un moment donné un peu les murs aussi sur la question du principe de la rénovation du bâti très ancien, quoi. Ouais. Et on rajoute dans certains cas des panneaux photovoltaïques sur les toitures. On commence aujourd'hui à nous demander de l'analyser. À Paris, sur certaines toitures. La mairie de Paris, sur certains endroits, n'est pas opposée. Pas les toits en zinc, alors. Alors, ça dépend de ce qu'on a. Pour l'instant, mais c'est une analyse et c'est une demande aujourd'hui qui est formulée par certains copropriétés. Donc ça, il faut quand même en tenir compte. Et puis deuxième point, on a le plan Éco-Rénovons Plus Paris qui permet effectivement d'obtenir des aides et des subventions à partir de 15% de gains énergétiques. Alors c'est progressif bien évidemment, mais c'est déjà un point pour faire démarrer et pour que les copropriétés puissent se dire moi, immeuble pierre de taille, je fais rien. Mais si, à partir de ces 15%, ils commencent à réfléchir et ils se rendent compte qu'en réalité, ils obtiennent pratiquement 30, 35, 40, 50% ou 60% dans certains cas. C'était le déclic psychologique qui est important. Donc Sébastien Caté-Wagner, finalement ça s'est pas si mal passé que ça. Comment répondre à cette question justement de quelle articulation entre les différents opérateurs? Est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer à ce niveau-là pour qu'il y ait moins de grains de sable dans les différents rouages? Parce qu'il y a la volonté finalement d'y aller. On a tous besoin d'être formés, d'être accompagnés. Les différents acteurs, vous parlez d'une vague, que moi je crois, mais qu'on ne voit pas aujourd'hui dans les chiffres pour la métropole du Grand Paris côté ANA. Mais on écoute, c'est-à-dire qu'on prévoit, parce qu'on demande des estimations financières sur les 3 années qui viennent, donc on prend en compte cette vague, mais la vague de la rénovation énergétique n'est pas encore dans la métropole du Grand Paris. Par contre, je peux vous dire qu'à Annecy, à Lyon Métropole, à Strasbourg Métropole, c'est lancé. Aujourd'hui, vous avez des chantiers partout dans ces collectivités locales de rénovation énergétique. Donc déjà, je voulais quand même refaire un rappel à tous. On n'est pas encore dans une vraie massification de la rénovation énergétique. Cette vague commence. Et on n'est qu'au début. C'est pour ça que mon confrère à côté, si je peux me permettre de dire de confrère, qu'on est dans beaucoup de contrats, on est dans les débuts, dans les premières années, on va dire. Et cette vague de la massification va arriver dans les 2-3 années qui arrivent. Je voulais d'abord dire ceci. Je rappelle aussi que le monde de la copropriété est quand même un monde spécifique.
ou petit que je suis, quand on a lancé Habiter mieux copropriété pour les plus ancêtres en 2015, c'était quelque chose où, en gros, on commençait à avoir des acteurs tout juste, où il y avait 2 AMO qui usaient les copros. Il y avait 3 syndics qui vraiment étaient lancés sur ce sujet. Et on voit bien qu'il faut laisser le temps au temps d'avoir, on va dire, un marché. Je suis obligé de parler de marché. Et on parlait des banques. Aujourd'hui, il n'y a que 2 banques qui le font. Mais on voit bien que les autres banques, là, elles le voient, cette massification. Et je parlais d'Annecy, de Lyon. J'ai des banques locales qui ont lancé des prêts locaux pour s'adapter à cette situation. Et on voit bien que toutes les banques commencent à se dire « Ah, il y a un marché qui arrive, j'ai donc une garantie à trouver, une caution à trouver », parce que c'est ça aussi le problème qu'il faut dire, c'est la problématique de la caution et pas de la banque en elle-même, qui sont en train de réfléchir là-dessus. Et je reviens sur l'éco-PTZ, où il y a une simplification qui est en cours, parce que le problème qu'il y a, c'est que vous avez l'ANA qui instruit une fois le dossier, et après vous avez la banque qui instruit une seconde fois le dossier avec les mêmes devis. Et l'objectif, c'est, si l'ANA a notifié, donc la ville de Paris, par exemple, qui est DLC3, en fait, les banques n'ont plus besoin de regarder le dossier. Elles font confiance au tiers de confiance qu'est l'ANA. C'est l'objectif qu'on a aussi cette année pour simplifier aussi et donner envie aux banques d'y aller. Cet exemple-là, en fait, on l'a partout. AMO, maîtrise d'œuvre, architecte, et je vous conseille de lire ce guide parce que tout ce que vous avez dit, en fait, est dedans, vraiment, en termes de conseils. Mais vous me direz, si je me suis trompé sur des parties, n'hésitez pas, on le réédite tous les ans. Donc, mais je pense être à peu près bon, parce que les questions que vous avez posées, le débat que vous avez vu étaient bons. Mais ce que je voulais dire, c'est que il faut laisser du temps au temps, il faut laisser les acteurs prendre leur main. Est-ce qu'on a le temps, justement? Alors, pour moi, Yves, quand je vois les chiffres, je parle des chiffres. On a commencé en 2015, je crois qu'on faisait 2000 logements par an en copropriété. L'année dernière, on était à 30 000 logements. Cette année, on en prévoit presque 80 000 dans les estimations remontées par les collectivités locales. Donc on est dans une sorte de massification, mais avec le risque, et ça a été bien dit, de la crise immobilière actuelle. Parce que c'est par la rotation qu'on fait des travaux, c'est par le changement locataire qu'on fait des travaux. Et il faut donc que le marché immobilier fonctionne. Et aujourd'hui, il est difficile, le marché immobilier. Et je pense que vous êtes tous comme moi, faire des travaux en milieu occupé, je parle du logement, de la maison, c'est pas top. C'est plutôt quand on va acheter ou quand on va avoir un nouveau locataire que plutôt on fait les travaux dans le logement qui permet de faire la rénovation. Et c'est plus simple. Ça fait peur aux occupants de faire des travaux en milieu occupé. C'est quand même le plus dur, à mon sens, en tout cas, dans la rénovation énergétique, dans l'habitat privé qui existe déjà. Et c'est un véritable enjeu, c'est tout de convaincre l'ensemble des copropriétaires sur les arguments financiers, de patrimoine, ainsi de suite, qui est un véritable enjeu. Et après, je reviens dans les immeubles. Parler d'haussmannien, moi je parle plutôt de centre ancien parce que je suis plutôt national, donc je vois la maison Les Anciennes, je vois la maison Cantalou, je vois plein de types d'immeubles où il y a besoin de s'adapter. Et le problématique qu'il y a, c'est que des fois on veut trop simplifier et en fait on pense qu'à la maison Phoenix. Je caricature, je suis vraiment désolé, aux immeubles des années 70, je vis dans un immeuble des années 70, donc je les aime ces immeubles, mais en fait on a cette sensation en fait de vouloir usiner alors que le patrimoine français est tellement diverses qu'il faut savoir s'adapter en fait au patrimoine. Il faut savoir s'adapter à la copropriété. Mes confrères autour n'ont pas parlé de la problématique de 3 voisins, de la problématique des ABF, des fois de la problématique des pompiers qui bloquent un projet de ravalement parce qu'ils disent qu'il manque quelque chose, etc. Et donc il y a tous ces genres de choses aussi qui a à traiter, et donc de faire former aussi tous ces acteurs qui tournent autour, et je vais caricaturer, par les services urbanistes qui valident les déclarations préalables. Et là aussi, il y a un besoin de montrer qu'il y a un besoin de rénovation énergétique, d'améliorer ce système-là. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Ah oui, je voulais quand même revenir. En copropriété, c'est que de la rénovation globale. On ne fait pas du geste en copropriété. En geste, c'est la maison individuelle ou dans votre logement. C'est-à-dire votre partie privative, si je dois parler copropriété. Je crois que vous voulez dire quelque chose. Pardon, oui, juste, je réponds sur le... Je trouve que la rénovation énergétique, elle a bon dos d'endosser tous les problèmes de la crise du logement. La crise du logement, ce n'est pas du tout lié au FEG. C'est quand même lié à la tertiarisation, à la secondarisation du parc. C'est les Airbnb. En tout cas, à Paris intramuros, il y a des gens qui ont des pieds-à-terre à Paris qui font sortir du marché de la location, je crois que c'est 30 000 ou 40 000 logements. Enfin, c'est aussi important. Donc, il n'y a pas que la rénovation énergétique. La crise du logement, elle est multifactorielle. Oui, voilà. Tu ne peux pas résumer au Airbnb la crise du logement. La location touristique qui est exonérée d'obligations de rénovation énergétique et exonérée d'encadrement des loyers est un des pans de problématiques comme le prix, comme la production de logements neufs, comme l'absence de surélévation ou de construction de logements nouveaux. Enfin, il y a beaucoup de choses. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour pratiquer
la crise du logement au quotidien, si tu veux. Quand je vois mon chiffre d'affaires et celle de mes confrères, on sait aussi d'où ça vient. Moi, ce que je voulais, c'était répondre à la question, c'était quelle articulation. Tout le monde l'a dit, il faut laisser le temps au temps, et c'est vrai que cette contrainte de calendrier d'interdiction de location vient mettre un peu tout le monde dans l'embarras, parce que les professionnels et l'administration ont toujours su s'adapter avec le temps qu'il fallait pour mettre en place une efficacité des dispositifs. On s'est retrouvé avec Olivier à la mairie du 17e devant des copropriétaires, et notre message unique, c'était: vous commencez par inscrire votre copropriété sur la plateforme Coach Copro. On fait le DTG, le diagnostic technique global, qui est subventionné avec l'Agence parisienne du climat. C'est le point d'entrée de la rénovation énergétique. On commence par ça. Donc, dès lors qu'on est capable d'arriver à porter un discours collectif sur le point d'entrée, parce que les syndics de copropriété, c'est les premiers qui sont consultés par les copropriétaires. Il y en a épisodiquement qui vont aller voir. Et le DTG est financé par la métropole du Grand Paris sur le territoire de la métropole hors Paris. Alors, y compris Paris et... Non, la métropole. Pardon. La métropole du Grand Paris métropole finance le DTG sur son territoire. Pour moi, je crois pas. Si. Ah ben si, je leur ai demandé. Chacun, il finance 10 000 euros sur la maîtrise d'œuvre. Et le DTG sur son territoire. Le DTG, 5 000. La ville de Paris, le DTG, c'est 5 000. C'est la ville de Paris. Je pense qu'attention, il y a deux choses. Il y a l'aide pour le DTG, c'est la ville de Paris, c'est 5 000 euros. Et ensuite, vous avez l'aide pour la partie complémentaire pour l'autre partie, c'est 10 000 euros. Mais là, c'est métropole. C'est deux choses différentes. Donc, vous pouvez avoir 5 000 plus 10 000. Donc, à Paris. À Paris, oui. C'est pour ça que... Ouais, je leur ai demandé, moi, c'est pour ça. Non, mais c'est parce que on a reçu ici... Alors, juste pour revenir sur le sujet. Les syndics sont souvent les premiers questionnés par les copropriétaires, les conseils syndicaux, les bailleurs, les administrateurs de biens aussi. Du coup, il y a aussi les architectes qui peuvent être contactés directement quand il y a l'architecte de la copropriété qui est là depuis longtemps, donc il y a une demande de conseil. Les AMO, c'est une profession plus récente, donc du coup, ça arrive pas tout de suite, mais chacun a son rôle à mener dans l'initiative du projet. Et si on arrive à massifier le diagnostic technique global, qui n'est pas... la partie réglementaire, parce que le réglementaire, c'est le projet de plan pluriannuel de travaux et le diagnostic de performance énergétique collectif. Donc nous, on est tout à fait favorable à cette aide, et donc du coup, ça permettra de mieux piloter les besoins de travaux des immeubles pour les années à venir. Donc du coup, notre message à nous de professionnels, c'est: on inscrit les archis, on inscrit les immeubles sur Coach Copro avec l'Agence parisienne du climat, et on fait réaliser du DTG. C'est le message qu'on envoie à nos clients, parce que le conseil du démarrage, c'est celui qui permettra d'embrayer les opérations. Une fois que ça s'est lancé, bien évidemment, l'intervention du maître d'œuvre dans la conception, l'intervention du maître d'œuvre, c'est vrai que nous, on a toujours travaillé essentiellement avec les architectes sur la partie conception. Les AMO arrivent ensuite derrière, puisqu'il y a une obligation d'intervention d'AMO, notamment pour obtenir un certain nombre de subventions. Donc, il faut arriver à faire cohabiter tout ce monde-là, parce que plus il y a d'opérateurs et plus il y a d'intervenants, et plus il faut arriver à synthétiser le discours dans un dispositif compliqué face à des gens qui sont pas des sachants. Et je trouve que globalement, les choses se mettent pas trop mal en place. Bien évidemment, ça ira jamais assez vite. Bien évidemment, il faut faire mieux. Mais si on arrive à stabiliser les dispositifs et permettre une lecture, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec une représentante d'ALEC au dernier CNH qui disait, à force de changer les dispositifs, même nous, on a du mal à faire comprendre à nos personnes qui viennent se renseigner quelle est la logique et la pérennisation du système. Donc voilà, je pense que les choses ont besoin de se régler. Elles se règlent, elles avancent, et ça a toujours fonctionné. On a toujours réussi à le faire, et ça va le faire. Merci Olivier. Alors, un dernier point, n'oubliez pas, dans une copropriété, il y a un conseil syndical. Si vous n'avez pas le conseil syndical qui travaille de concert avec tous, on n'arrive nulle part. Et ça, c'est un point important, je tiens à le rappeler. Pourquoi ? Parce que dans certains immeubles, on avait le syndic qui était volontaire avec l'architecte et la MO. Le conseil syndical, à un moment, n'a plus rien compris. Et quand on est arrivé en l'Assemblée générale, le conseil syndical a dit on n'a plus rien compris, personne n'a rien voté. Donc je le rappelle, n'oubliez pas une chose, c'est accompagnez-les, formez-les, et que ce soit les meilleurs ambassadeurs de la rénovation énergétique. Pourquoi ? Parce qu'ils sont là, c'est leur patrimoine. Une fois qu'ils l'ont compris, ils l'expliquent aux autres. Et on a besoin de ce soutien, de cette vision, de cette analyse. Si on ne les a pas, le projet n'avance pas. Je suis désolé de le dire, ça nous est arrivé nous 2 fois. Au départ, on a démarré avec un conseil syndical. Certains ont vendu, j'ai eu d'autres membres du conseil syndical. Bien évidemment, ils ont bloqué.
Il a fallu revenir 3 ans après pour faire le projet et avancer. Alors c'est sûr que ce sont des gros travaux, c'est beaucoup d'argent, mais il faut qu'ils soient convaincus. Allez-y, je vous en prie. Non, mais j'ai une petite chose, mais aussi, vous savez que l'ANA tient aussi le registre d'immatriculation des copropriétés, donc une raison de plus pour me détester aussi par moment. Vu surtout les petits soucis qu'on a eu dernièrement, et je m'en excuse, et les corrections sont en cours qu'il y a derrière. C'est des choses qui arrivent, mais les réparations sont en cours. Comme ça, j'en profite. Pour ceux qui voulaient me poser la question en sortie, c'est en cours. Moi, je voulais faire un constat. Par le registre, on voit aussi les sources de chauffage. Et quand je vois des milliers, mais vraiment des milliers de logements, et notamment dans l'ouest parisien et dans les Hauts-de-Seine, qui sont au chauffage fioul, on a quand même un problème en Ile-de-France. Alors que c'est là où on a du CO2 un max, mais quand je vois qu'une copropriété presque sur 4 dans le 16e arrondissement qui est au fioul, on a vraiment un problème. Et je pense, et là je dis aux collectivités, métropole du Grand Paris, ville, etc., il y a peut-être un enjeu à jouer dans le aller vers ces copropriétés pour sortir du fioul. Et je pense que ça ferait beaucoup de bien en termes de CO2 et du ZFE qui actuellement qui va passer dans un stade au-dessus. Voilà ce que je voulais dire, en tout cas spécifique pour la métropole du Grand Paris. Merci beaucoup. Peut-être 2 minutes pour prendre 1 ou 2 questions s'il y en a, si vous voulez souhaiter des précisions. Non? Oui, allez-y, je vous en prie. Pour obtenir les subventions, si vous savez faire tout le montage financier, il n'y a pas de difficulté. Certains savent le faire, d'autres ne le font pas. Je ne vous cache pas que sur certains dossiers où vous avez 200, 300, 400 copropriétaires et qu'il faut faire l'enquête sociale par copropriétaire pour savoir s'ils sont éligibles aux aides complémentaires modestes et très modestes, je ne le demande pas à l'architecte. Je le demande bien évidemment à un AMO qui va intervenir et qui va nous faire l'enquête sociale et qui va effectivement ensuite faire le montage des dossiers, non pas collectifs, mais aussi individuels. Et j'ai besoin des deux parce que dans certains cas, j'ai besoin de ça. La plupart du temps, on a sur Paris Solia, Urbanis, Citémétrie, Rhizome, enfin on en a 7 ou 8 qui savent le faire et qui sont validés. J'ai aussi Verdurable sur la partie ingénierie financière. J'en ai quelques-uns sur Paris, j'en ai pas tant que ça. Ils ont une responsabilité, ils sont validés en plus. Alors, c'est la partie ingénierie qu'on parle financière. Pas la même chose, attention, vous avez, dans le rôle de l'AMO, il y a plusieurs choses. De la métropole du Grand Paris, mais je rappelle, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, en tout cas qui est financée par l'ANA, c'est 3 rôles. L'accompagnement technique, mais il ne remplace pas la maîtrise d'œuvre. Il est dans l'accompagnement du conseil syndical. L'accompagnement dit social, c'est-à-dire d'enquêter les ressources sociales, notamment des propriétaires occupants, parce qu'ils ont droit à d'autres aides individuelles, soit des collectivités, mais surtout de l'ANA en termes de primes individuelles, PO modeste, très modeste, si je dois caricaturer, et l'accompagnement administratif financier, donc monter le dossier de subvention et voir en termes de prêt, accompagner le syndic qui est derrière, en gardant bien son rôle de relation banque-syndic, parce que c'est juste un rôle d'accompagnement, il faut faire attention aussi de ne pas être conseiller financier, parce que sinon c'est un autre rôle, un autre métier, une autre compétence qui est à avoir derrière. Et ça, c'est financé par l'ANA, il faut être habilité par l'ANA, donc au niveau local. C'est toujours le local qui le décide, ce n'est pas l'ANA centrale qui décide de ces AMO. Et donc c'est une subvention qui est à 50%, je crois, dorénavant, plafonnée à 600 € par logement, sauf pour les petites copropriétés où ça sera plafonné à 1 000 €, on laisse un plancher. Je connais bien encore mes règles, j'en suis ravi. Et peut-être que vous parlez peut-être du DTG que je connais moins, parce que c'était la métropole du Grand Paris qui est financeur, donc je ne sais pas comment ça se passe au niveau du DTG. On mélange plusieurs référentiels en fait. On mélange les subventions, l'agrément des professionnels, les agréments, les qualifications professionnelles. Donc l'ordre des architectes, effectivement, par exemple, à son process de validation des architectes. Et là, on est sur d'autres. Alors l'ingénierie financière, mais pour la rénovation énergétique, on a besoin des compétences financières, thermiques, donc avec un ingénieur thermicien, et architecturales. Donc c'est généralement un trio technique d'équipes de maîtrise d'œuvre ou de DTG. Et après, on a besoin évidemment des syndics, du conseil syndical, enfin des entreprises, de tout l'écosystème. Donc chacun parle un peu à ses référentiels, sa vision. Et il faut que tous les professionnels arrivent à se parler avec un langage commun, une culture commune qui est en train d'émerger.
petit à petit, les acteurs se parlent sur le terrain, au niveau local, en Ile-de-France notamment. Alors il y a peut-être un groupe ou des groupes de réflexion pour se rencontrer régulièrement. On se rencontre dans ces salons de la copropriété, dans ces différents cercles. On arrive à établir ensemble une culture commune. Peut-être qu'il y a des ouvrages synthétiques édités par l'État, par l'ANA, pour expliquer à tout le monde assez compréhensible, parce que c'est assez compliqué. Moi-même, ça fait plusieurs années que je suis sur le terrain et j'en découvre encore là aujourd'hui des nouveaux termes, des nouveaux référentiels. C'est assez difficile de s'y retrouver. Déjà, nous, en tant que professionnels, alors, pour le grand public, et en plus, c'est mouvant. Donc voilà, on en a parlé déjà. On est bien d'accord. Et en même temps, il y a une attente sociétale qui est très importante. L'Ordre des architectes appelle à plus de moyens. L'ANA est aujourd'hui à 5 milliards d'euros. Enfin, c'est redescendu à 4 milliards. Les rapports parlementaires et sénatoriales demandent plutôt 15 milliards d'aides publiques. Donc on est plutôt sur cette position-là. Nous, à l'Ordre des architectes, évidemment, on a intérêt, nous, architectes, à agir sur l'enveloppe et à décarboner le bâtiment et pas décarboner l'énergie, comme certains le souhaitent. Donc nous, on veut travailler sur l'enveloppe, évidemment, avec les thermiciens aussi, sur les systèmes, sur les chaudières, décarboner les chaudières localement, mais pas attendre un grand industriel énergéticien qui va décarboner d'un coup de baguette magique l'énergie. Nous, on est plus sur voilà, des travaux locaux et un écosystème local francilien avec des matériaux éventuellement locaux aussi. Parfait. Voilà, Un dialogue commun, c'est peut-être ça. On va peut-être résumer cette table ronde par ce terme-là. Merci infiniment de ce débat riche et j'espère constructif quand même vers l'accélération de la rénovation énergétique. Merci beaucoup.